Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous prêter attention. Bienvenue dans cette édition dans l'essentiel de l'actualité. Le chef de l'État, Abdelmajid Tebboune, de retour en Algérie. Le président de la République hier soir à Alger, après une visite officielle de 2 jours au Koweït, précédée d'une visite d'État au Qatar, entamée samedi dernier. Salah Goudjil a été reconduit à la tête du Conseil de la Nation par ses membres lors de la première séance plénière de la 9e législature 2022-2024 consacrée à la validation de la qualité des membres des nouveaux sénateurs élus et désignés dans le cadre du renouvellement partiel des membres du Conseil de la Nation. Célébration aujourd'hui du double anniversaire du 24 février, retour sur les festivités officielles et nous revenons sur l'évolution dans cette édition de la compagnie nationale Sonatrach, fleuron de l'industrie pétrolière algérienne et ses nouveaux projets, notamment l'opération Boosting 3 du gisement gazier de Has Ermel. Et dans le volet international au Maroc, les manifestations se poursuivent dans plusieurs villes marocaines pour dénoncer le grand malaise social. Les protestataires réclament également plus de liberté et de dignité. Voilà pour les titres. Bienvenue à vous tous. Je l'évoquais en titre, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a regagné hier soir Alger après avoir effectué une visite officielle de 2 jours au Koweït, précédée d'une visite d'État au Qatar entamée samedi dernier. Le chef de l'État a été accueilli à l'aéroport international Houari Boumediene par le Premier ministre Aymen Ben Abdelrahman, le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire Saïd Chengriha et le directeur du cabinet à la présidence de la République Abdelaziz Khalaf. Après avoir écouté l'hymne national, le président de la République a passé en revue un détachement de la garde républicaine qui lui a rendu les honneurs. La visite du président a été donc sanctionnée par une déclaration conjointe qui revient sur la rencontre du président Tebboune et l'émir du Koweït, Cheikh Al-Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabbah, et ses entretiens avec le prince héritier de l'État du Koweït, Cheikh Mesh'al Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabbah. Des entretiens marqués par une convergence totale des vues et des positions à l'égard des questions intéressantes et des 2 pays frères. L'Algérie et le Koweït ont affirmé dans cette déclaration leur détermination à œuvrer en faveur de tout ce qui est à même de raffermir les relations fraternelles et mettre en place des mécanismes et des accords encourageant les investissements directs pour les secteurs publics et privés. Il a également été convenu d'exhorter les opérateurs économiques à saisir les opportunités d'investissement offertes dans les 2 pays. La partie koweïtienne a également exprimé sa gratitude pour le soutien de l'Algérie au candidat de l'État du Koweït élu à la tête du secrétariat général de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP,
À ce propos, la direction politique de l'État du Koweït a salué les efforts du président Abdelmadjid Tebboune pour la réussite du prochain sommet arabe prévu en Algérie, exprimant son plein soutien à cette noble démarche en vue de parvenir à un consensus sur les résultats pour qu'il soit à la hauteur des aspirations des peuples arabes. Les deux parties ont souligné à cet égard la nécessité de relancer les efforts visant à soutenir le peuple palestinien frère pour recouvrer ses droits légitimes, en tête desquels l'établissement de son État indépendant et souverain sur les frontières de 1967 avec Al-Quds comme capitale. Les deux parties motivées par l'intérêt mutuel accordé aux questions de paix et de développement, notamment en Afrique, et à la promotion du partenariat arabo-africain, ont convenu d'établir une coopération et coordination entre les fonds koweïtiens pour le développement économique arabe et l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement en matière de soutien des projets de développement dans les pays africains, notamment la région sahélo-saharienne. Enfin, le président de la République a adressé une invitation à l'émir de l'État du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, pour effectuer une visite en Algérie. L'invitation a été acceptée, la date devant être fixée par voie diplomatique. Et dans l'activité parlementaire, Salah Goudjil a été reconduit à la tête du Conseil de la Nation par ses membres lors de la première séance plénière de la 9e législature 2022-2024 consacrée à la validation de la qualité de membre des nouveaux sénateurs élus et désignés dans le cadre du renouvellement partiel des membres du Conseil de la Nation, et ce en application des dispositions des articles 133 et 134 de la Constitution et 02 et 05 du règlement intérieur du Conseil de la Nation. Nous célébrons aujourd'hui le double anniversaire de la création de l'Union générale des travailleurs algériens et de la nationalisation des hydrocarbures. À cette occasion, au nom du président de la République, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a entamé ce matin une visite de travail à Hassim Saoud dans la wilaya de Ouargla pour célébrer ce 24 février. Accompagné de Abdelhafid Allahoum, conseiller du président de la République, et d'une délégation ministérielle. Le Premier ministre supervisera l'inauguration officielle du centre de séparation et de compression Upside Nord, dédié au traitement de pétrole et de gaz, et visitera plusieurs projets pétroliers. Le président de la République, à cette occasion, a adressé un message lu par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Et en ce 24 février, nous revenons sur l'évolution de la compagnie nationale Sonatrach, fleuron de l'industrie pétrolière algérienne. Une jeunesse motivée et bien encadrée avait relevé un défi majeur après le départ des techniciens français. Amel Bouarba. Pour l'Algérie, le 24 février 1971, date phare marquant la nationalisation des hydrocarbures, constitue une véritable victoire économique et politique. Car après le départ des techniciens français, la maîtrise de la technologie a été un défi remarquablement relevé par les travailleurs de Sonatrach, fleuron de l'industrie pétrolière algérienne. Des Algériens ont pu rentrer dans une industrie de haute technologie. Des femmes et des hommes qui ont relevé le défi du départ précipité des techniciens français suite à la décision de nationalisation prise par le président Boumediene Allah yarhamou. Ils ont réussi à maintenir la production. Et ensuite, Sonatrach a formé des cadres à travers l'Institut algérien du pétrole, en envoyant des cadres se former aussi à l'étranger. Et elle a réussi non seulement à maintenir la production, mais aussi à se développer et à être un des piliers de l'économie nationale. Le parcours de Sonatrach a été exceptionnel durant plus d'un demi-siècle. Cette compagnie nationale a réussi à bâtir une notoriété internationale qui l'a propulsée au rang des géants pétroliers incontournables. Il faut dire que Sonatrach, elle est présente sur l'ensemble des segments de la chaîne pétrolière à l'international. Donc on est présent dans l'exploration, notamment dans des pays voisins. On a réalisé des découvertes, notamment en Libye et au Niger, qu'on espère développer bien sûr. On est présent aussi dans la production d'hydrocarbures et le transport. Dans la production,
au Pérou. Si Sonatrach a réussi à se positionner comme un géant pétrolier et gazier incontournable, le challenge est de se placer en tant que compagnie énergétique par excellence. Les compagnies internationales sont en train d'opérer leur mutation vers des compagnies énergétiques, c'est-à-dire qui fournissent from well to wheel, du puits à la roue, aux fournisseurs, aux clients final, qui lui fournissent du carburant, des litres de carburant, des kilowattheures d'électricité, des mètres cubes de gaz. Donc ce sont des compagnies énergétiques. Et maintenant, elles se sont fixées pour objectif de devenir, de détenir le leadership dans la transition énergétique, de devenir des leaders dans les énergies vertes. Sonatrach a une vision plus globale. Donc c'est une compagnie internationale. Nous avons beaucoup d'expérience. Nous avons des partenaires ici qui opèrent en Algérie, mais nous avons aussi des partenariats ailleurs. On profite aussi de tout le savoir-faire qu'on a acquis, que ce soit acquis par Sonatrach ou par ses filiales, dans les différents maillons de la chaîne pétrolière. Et on sait pertinemment, avec la transition énergétique, qui offre ces opportunités. Elle offre des opportunités dans l'oil and gas, la transition énergétique, parce qu'aujourd'hui, la tendance des pays et des compagnies pétrolières, c'est vraiment monétiser rapidement les réserves. Grâce à ses compétences nationales, son savoir-faire et un plan de développement d'envergure, la compagnie Sonatrach s'est imposée en tant qu'acteur majeur sur le plan international. Ces dernières années, cette compagnie nationale est revenue en force avec des investissements de 40 milliards de dollars pour la période allant de 2022 à 2026. Et en matière d'hydrocarbures et avec l'épuisement naturel du gisement de Ras El-Mel, la compagnie nationale d'hydrocarbures Sonatrach a adopté une stratégie afin de garantir la sécurité énergétique du pays. Après les deux Boosting 1 et 2, la station Boosting 3 est entrée en exploitation au début de l'année en cours, et ce pour faire face à ce déclin naturel du gisement du champ gazier de Ras El-Mel. Saïda Mayouf, reportage. Le champ de Ras El-Mel, une des plus grandes plateformes gazières au monde, 4e réserve et la plus grande du continent africain. Un gisement ayant connu nombreuses évolutions depuis la découverte du premier puits foré en 1956, mais également des réalisations gigantesques au fil des ans. La dernière en date, le projet Boosting 3, mis en exploitation en 2021. Des installations imposantes pour faire face à la déplétion naturelle du gisement de Ras El-Mel. Ce projet-là est inscrit comme étant un projet d'investissement pour assurer un plateau de production de 180 millions standards mètres cubes jour, répartis en 3 boostings. La zone centrale avec 110 millions standards mètres cubes par jour, la zone sud SBS pour 37 millions et la zone nord pour 43 millions standards mètres cubes jour. Le boosting a été réalisé en 3 étapes, en 3 phases. La première phase a démarré en 2004 pour pouvoir comprimer du gaz de 64 bars à 102 bars, qui est la pression de fonctionnement des installations existantes. Et la deuxième phase a démarré en 2009 pour pouvoir descendre à des pressions basses de 57 à 102. Ce boosting, il a connu l'installation des nouvelles unités et aussi de faire un rebundling des équipements existants. Parce que lorsqu'on descend en pression aussi, il faut accompagner avec les débits. Et ça a permis aux installations de continuer de fonctionnement. Et le dernier boosting, qui est le grand projet, de permettre de maintenir un plateau de production de 180 millions standards mètres cubes jour et permettre une récupération additionnelle de 400 milliards de standards mètres cubes. Les unités des installations de ce projet stratégique se composent de divers équipements de séparation et de filtration pour la production des 3 effluents, à savoir le gaz sec, le condensat et le GPL. Le gaz comprimé au niveau des des unités de boosting 1 et 2 et 3, donc refoulé vers les unités de traitement et production, gaz condensat GPL. Donc à Ras El-Mel, c'est-à-dire 2 procédés sont installés à Ras El-Mel utilisés, procédé pré-char et procédé heat.
Le Boosting 3 est également une salle de contrôle dernière génération dotée d'équipements numériques sophistiqués ou encore un laboratoire de contrôle de qualité avec un appareillage haute performance, le but étant la satisfaction du marché national et international. Les objectifs recherchés par cette production, tout d'abord, c'est de satisfaire le marché national. Deuxièmement, c'est satisfaire nos clients à l'international, bien sûr, et de dégager une rente en devise pour l'Algérie. Donc, il y a le gaz de Hassermel, il est de haute qualité, il n'y a pas de traces de soufre, on est en train de respecter toutes les conditions et les clauses contractuelles avec nos partenaires étrangers. La politique HSE de la Compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach veille sans relâche à ce que tous les dispositifs de maîtrise du risque soient constamment fonctionnels et on ne peut plus efficaces. Un système de management HSE qui a pour objectif de préserver, de protéger la santé et la sécurité des employés, des collaborateurs et des prestataires, d'exercer, de développer et d'exploiter des procédés très complexes mais sûrement et en toute sécurité, de limiter l'impact des activités et des produits sur l'environnement. Réalisé dans les temps impartis en dépit de la pandémie du Covid-19 avec une main-d'œuvre hautement qualifiée et un savoir-faire avéré en matière d'hydrocarbures qui de plus est se trouve être totalement algérienne, le Boosting 3 est une pression ajoutée et un défi de taille relevée, faisant ainsi la fierté de l'Algérie. Le Boosting 3, une réalisation imposante dictée par l'impératif d'assurer la sécurité énergétique du pays, mais également mettre en place de hautes capacités de compression afin de faire face à l'épuisement naturel du gisement de Hassermel. Et restons toujours à Hassermel où la Sonatrach a investi pour le projet d'envergure Boosting 3, très exactement dans des équipements dernière génération afin d'assurer le bon fonctionnement des installations ainsi que la qualité du produit. Illustration dans la salle de commande et laboratoire du champ gazier de Hassermel avec Saïda Mayouf dans ce reportage. Le projet structurant Boosting 3 dans le champ gazier de Hassermel, mis en exploitation en 2021, est doté d'une salle de contrôle centralisée pour la gestion numérique de toutes les unités de production. Au niveau ballon 1901C, au niveau ballon 1901C. Et là, ce qui s'est passé en fait, c'est une augmentation du niveau de liquide au niveau d'un ballon d'aspiration d'une machine, c'est-à-dire d'un compresseur. Et là, il a fallu que j'intervienne pour remédier au problème parce qu'il s'agit de la sécurité de la machine. Le haut niveau, il endommage directement la machine. Cœur battant du système avec un équipement ultra sophistiqué, cet espace est commandé par de jeunes tableautistes scrutant des yeux les moindres paramètres sur les écrans afin de garantir la durabilité du bon fonctionnement des installations. Sitôt informé, sitôt descendu sur le terrain, le facteur temps est un élément vital. C'est une intervention sur l'aéro de gaz. Nous avons remarqué un bruit anormal. Tout d'abord, nous avons stoppé l'aéro. Ensuite, on a vérifié la tension du courroie, l'alignement poli à poli. Le Boosting 3, c'est également un laboratoire aux équipements de dernière génération à même d'assurer la qualité requise par les standards internationaux. C'est un chromatographe en phase gazeuse conçu désigné pour la détermination de la teneur en indice hydrocarbure dans l'eau huileuse. Le contrôle de conformité des produits est une tâche quotidienne visant un résultat optimal. Le laboratoire reste le véritable garant de la qualité. Conçu pour le contrôle de qualité des régies des eaux industrielles. Ces eaux issues de la première séparation au niveau du process du Boosting 3. Les paramètres à contrôler, on a par exemple la TSS, Total Suspension Solid, le matériel en suspension, le pH du milieu, ainsi Total TOG, c'est-à-dire Total Oil and Grease.
Le champ gazier de Hassermel, de par ses installations imposantes et ses équipements de technologie de pointe, est sans conteste la plaque tournante de l'industrie gazière du pays. Et vous pourrez suivre l'intégralité de ce 26 minutes préparé et réalisé par Saïda Mayouf et l'équipe technique de Canal Algérie, intitulé Le Boosting 3, une pression ajoutée et un défi relevé. Ce soir sur Canal Algérie à partir de 21h30. Et nous allons revenir en détail sur la célébration de ce 24 février et la visite du Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman Hassim Saoudi Hassermel, avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Et du secteur de l'énergie, passons au secteur des transports. Le ministre des Transports, Aïssa Bekay, a supervisé l'opération d'acheminement de plus de 30 000 tonnes de ciment depuis le port d'Oran. Bekay a assuré que son département travaillait de concert avec les autres secteurs pour booster les exportations hors hydrocarbures. Plus de précisions avec Sofiane Hamoudi. Avec plus de 30 tonnes de ciment blanc à son bord, ce navire prend le large vers l'Amérique latine. Cette importante cargaison de clinker exportée par la Farge Algérie qui a bénéficié ainsi de l'extension du grand port d'Oran. L'Algérie est parmi les premiers producteurs de clinker en Afrique et elle est deuxième dans le bassin méditerranéen. L'ensemble des équipes Lafarge et nous, partenaires, sont très fiers de cette réalisation. Il était en réparation. Racif, c'est Racif jeune. Ce Racif, il va être additif au quai de Ghazawat et au quai de Gabas pour le traitement du clinker à l'export. Mieux encore, le port d'Oran bénéficiera le mois de juillet prochain d'un nouveau chargeur de navire Ship Loader, une installation qui permettra aux opérateurs économiques d'augmenter le volume des marchandises traitées. Pour renforcer notre flotte, nous avons construit 4 navires en 6 mois. Le coup d'envoi pour l'exploitation de ces navires a été donné. C'est une production locale, une plateforme dédiée aux conteneurs sera réalisée et contribuera significativement à fluidifier les échanges commerciaux. Une autre sera dédiée à l'exploitation, notamment du clinker. L'autre atout qui vient consolider le secteur du transport à Oran, le téléphérique, un moyen de transport qui donnera une dimension touristique et économique à Al-Bahia une fois entré en service. Et dans le volet international, les manifestations se poursuivent dans plusieurs villes marocaines pour dénoncer la hausse des prix de produits alimentaires. Les protestataires réclament également plus de liberté et de dignité, nous dit Marim Damis. Les Marocains n'en démordent pas. Ils sont déterminés à investir la rue jusqu'à ce que leur voix soit entendue et leurs revendications concrétisées. Ils réclament encore et toujours des conditions de vie décentes à même de préserver leur dignité, du travail et surtout la fin de la tyrannie et de la corruption. Nous demandons au gouvernement de nous garantir du travail. Nous voulons plus de liberté car il y va de la dignité du peuple marocain. Avant tout, nous manifestons contre la hausse des prix des produits de première nécessité alors que les salaires des fonctionnaires sont gelés depuis des années. Ce gouvernement n'a aucune considération pour le peuple marocain. Les manifestants réclament par ailleurs la tête du chef du gouvernement, Aziz Akhanouch, accusé d'être impliqué dans la hausse des prix du carburant à travers le monopole qu'il exerce sur le marché. Cette hausse des prix est incroyable et nous ne sommes pas satisfaits et nous allons poursuivre notre lutte jusqu'à ce qu'il y ait une solution. En l'absence de réponse de la part du gouvernement, les Marocains assurent que les manifestations ne cesseront pas
D'ailleurs, le Front social marocain, qui regroupe plus d'une trentaine d'organisations, soutient Mordicus de poursuivre la lutte. Toujours dans l'actualité internationale et concernant la crise russo-ukrainienne, la Russie a lancé aujourd'hui à l'aube une invasion de l'Ukraine avec de frappes aériennes à travers le pays, notamment la capitale Kiev, et l'entrée de forces terrestres depuis le nord, l'est et le sud du pays, selon les gardes-frontières ukrainiens qui enregistrent des premières pertes. L'armée russe a affirmé avoir détruit les systèmes de défense anti-aérienne et mis hors service les bases aériennes de l'Ukraine. Promettant de vaincre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que l'Ukraine est officiellement en guerre, proclamant la loi martiale dans le pays et appelé ses concitoyens à ne pas paniquer avant d'annoncer la rupture des relations diplomatiques avec Moscou. L'offensive russe a déclenché une vague de condamnation internationale. Le président américain Joe Biden dénonçant l'attaque injustifiée de la Russie. Le secrétaire général de l'ONU a de son côté imploré Vladimir Poutine de ramener ses troupes en Russie au nom de l'humanité. Une situation géopolitique qui sème un vent de panique sur les marchés mondiaux des bourses asiatiques aux matières premières, le pétrole, le gaz naturel ou encore l'aluminium est en forte hausse. Le baril de pétrole Brent de la mer du Nord a dépassé les $100 pour la première fois en plus de 7 ans et l'aluminium a atteint un nouveau record. Retour en Algérie, l'Agence nationale des déchets a doté le port de plaisance et de pêche d'El Djamila à Ain Bniane d'un dispositif de tri sélectif pilote pour inciter tous les acteurs à faire un geste pour la nature. Les pêcheurs sont témoins de la dégradation graduelle et dangereuse des fonds marins, une pollution croissante qui menace la vie marine et la pêche. Farid Hamdi, reportage. Les déchets marins représentent une problématique complexe qui menace aujourd'hui la diversité biologique, la qualité du milieu, l'économie locale, notamment le tourisme et la pêche. L'Agence nationale des déchets estime à travers ses campagnes de caractérisation des déchets marins et côtiers qu'environ 85% des macro-déchets retrouvés sur les plages algériennes sont des déchets plastiques. Quant au milieu marin, ce sont les pêcheurs premiers témoins de cette terrible pollution. Ils se plaignent de ramasser plus de déchets que de poissons dans leurs filets. C'est un lieu où il y a des activités, plusieurs activités, des pêcheurs, des restaurants, des plaisanciers. Toutes ces activités génèrent des déchets. Donc nous avons identifié plusieurs catégories de déchets, plusieurs flux de déchets qui ont fait l'objet d'un tri sélectif. Convaincus que les actions de prévention et de réduction de la pollution sur le littoral et en mer ne seront concluantes que si toutes les parties prenantes se mobilisent. Le but de ce projet, c'est de améliorer la gestion des déchets au niveau du port, créer cette dynamique de récupération des déchets. Ça a permis aussi, si ce projet se généralise sur les 47 ports de pêche qui sont installés sur le littoral algérien, ça va permettre de réduire significativement la pollution. Comme initiative pilote, le port de pêche et de plaisance El Djamila ex-La Madrague à Alger est doté de dispositifs de tri sélectif. La récupération des déchets se fait grâce à l'engagement quotidien des différents acteurs intervenant au niveau du port. Les utilisateurs du port étaient très captivés, très coopérants pour l'utilisation de l'aire de tri. C'est un projet intéressant dans la mesure où il permet, je dirais, d'assainir l'environnement. À notre niveau, c'est une présélection des déchets. On le fait en fonction de la composition des déchets eux-mêmes. Les pollutions dans les ports de plaisance peuvent être globalement maîtrisées avec la mise en place des différentes mesures efficaces.
Une opération à saluer et à généraliser, un geste pour la nature et pour nous avant tout. Voilà, c'était là le journal de midi en direct sur Canal Algérie depuis le 21 boulevard des Martyrs. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera ce soir à 19h avec Nour Mqaddam Al-Alma. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à midi. Bon appétit si vous êtes à table. Au revoir.